Nous nous retrouvons pour cette question dédiée à comment est-ce que les plastiques arrivent en mer et si on peut l'éviter. Valérie, au sein de la BOCEA, vous travaillez sur différents projets français par le passé et maintenant des projets internationaux pour étudier justement la relation avec le bassin versant, puisqu'on le sait, 80% des déchets en mer viennent en réalité de la terre. Qu'est-ce que vous avez appris notamment? On va commencer par votre premier projet, le projet qui s'est passé en France et qui est désormais terminé et qui vous a été fort de nombreux enseignements. Oui, la BOCEA est un laboratoire public et nous avons commencé à travailler sur la problématique des microplastiques en 2016 dans le cadre du projet Microplastique 2, labellisé par les pôles mer Bretagne Atlantique et Méditerranée. Donc avec deux bassins d'études, le bassin versant de la rade de Brest et celui de Marseille. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un système de prélèvement de ces microplastiques en rivière. Et vous avez appris, déjà, on le savait, que la Méditerranée était plus polluée que la rade de Brest, même si on l'a vu ce matin ici à Plastique Changement de Cap, il y a aussi beaucoup de microplastiques en rade de Brest. Et est-ce que vous avez pu identifier de quel polymère il s'agissait, d'où est-ce qu'il venait, et auquel cas, comment est-ce que vous avez fait pour les déterminer? Alors au niveau analytique, donc les microplastiques, comme ça a été dit précédemment, ce sont des particules qui parfois ne sont même pas visibles à l'œil nu. Donc il y a des étapes de digestion de la matière organique pour enlever toutes les feuilles ou les débris végétaux qu'on peut retrouver dans les rivières et qu'on récupère dans notre filet. Et ensuite une étape d'identification par un appareil qui s'appelle un infrarouge et pour connaître vraiment quel type de polymère et la quantité de microplastiques. Et on retrouve des polymères qui s'appellent le polyéthylène et le polypropylène et qui et là sont des polymères facilement recyclables. Donc si les macro-déchets de départ ne se retrouvaient pas dans l'environnement et ensuite dans nos rivières, ils pourraient être recyclés. Et pour le commun des mortels, ça veut dire bouteilles en plastique, flacons de lessive, sacs, emballages, souvent voilà, usage unique. Complètement. Oui. Ouais, merci. Et aujourd'hui, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Preventing Plastic Pollution, qui est plus international avec le Royaume-Uni, un projet à 14 millions d'euros justement pour lutter contre ces pollutions plastiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, le but, c'est vraiment de comprendre la pollution plastique de la source à la mer. Comme on disait précédemment, 80% des déchets retrouvés en mer viennent de nos bassins versants. Donc l'important, c'est d'agir sur le bassin versant et de comprendre aussi cette pollution, que ce soit en macro-déchets plastiques ou en microplastiques, et pour pouvoir après transposer. Et dans ce cadre-là, il y a différents partenaires, effectivement français et anglais, qui travaillent sur cette pollution, donc des partenaires scientifiques, mais également des collectivités comme Brest Métropole qui nous accueillent aujourd'hui. Et on peut avoir ainsi des longues séries de données internationales comparées et aider à légiférer, comme on le disait tout à l'heure avec Marine Paul du CEDRE. Voilà. Le but, c'est aussi de pouvoir transposer ce que l'on va apprendre là sur ce projet Interreg Preventing Plastic Pollution pour avoir justement des données qui puissent être comparables d'un bassin versant à un autre et pouvoir mettre en place des réglementations par la suite. Merci. Lutter contre la pollution par les déchets plastiques, c'est aussi réfléchir à de nouveaux matériaux. Bertrand Tolas, à Brest, vous travaillez au sein de Polymaris justement sur le développement de bioplastique. Alors, est-ce que bioplastique veut forcément dire biodégradable? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quels sont les matériaux que vous produisez à partir d'organismes marins? Tout à fait. Alors oui, il y a des définitions aujourd'hui qui sont un peu galvaudées. Le bioplastique, c'est vraiment un plastique qui est fabriqué de façon bio. On a par exemple des bio-PET, donc qui sont des bioplastiques, mais le bio-PET n'est pas biodégradable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a des abus de langage et pour le commun des mortels, PET, c'est polyéthylène terephthalate. Et en fait, on en fait quoi alors les PET, on en retrouve dans les emballages, choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de commun. Et c'est vrai que pour se donner une image un peu green, les industriels vont utiliser du bio-PET et malheureusement la personne lambda, sans être péjorative, va croire que c'est biodégradable. Or, c'est faux, c'est bio, mais c'est pas biodégradable. Et à Polymaris, on a développé, alors nous, non, c'est une technologie qui existe depuis plus de 50 ans, qui finalement est arrivée peut-être trop tôt sur le marché dans les années 70, et nous on a fait qu'aujourd'hui dans les années 2014-2015 travailler et surtout faire ce qu'on appelle le scale-up industriel de ces nouveaux biomatériaux issus de bactéries marines. Et c'est souvent ça, c'est qu'on arrive avec des nouvelles innovations au bon moment, et là on arrive finalement au bon moment, c'est au moment où les gens prennent conscience que le plastique ça pollue. À partir de bactéries marines que vous prélevez dans l'eau, est-ce que c'est du plancton, c'est issu des algues? Alors ce sont des micro-organismes marins qui sont bretons,
on est fiers d'eux. C'est en fait l'avantage du modèle bactérien, c'est qu'aujourd'hui on le fait qu'un seul et unique prélèvement dans la nature. Donc on a fait un prélèvement il y a quelques années et alors merci Covid, maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un surgélateur. Donc ces bactéries en fait sont surgelées à moins 80, comme on dirait dans le langage commun, elles font dodo tout simplement, elles font dodo. Et quand on a besoin de les utiliser, on les décongèle et on les met dans des grosses machines qui s'appellent des fermenteurs, dans lesquels on leur fait produire des bioplastiques. Donc en fait, on n'a aucun impact sur la nature puisqu'on a fait un seul et unique prélèvement dans toute notre vie. Et vous le fabriquez un peu comme on fabriquerait de la bière, c'est ce que vous me disiez. Eh ben, c'est tout à fait ça, puisque la biotechnologie, il y a deux entreprises qui font ça. Vous avez le pain, les boulangers font de la biotechnologie, puisqu'ils font de la levure, avec la levure, ils font du pain, et le marché de la bière, puisque c'est voilà, les deux biotechnologies les plus anciennes, je pense que l'on connaisse. Vous développez une matière première qui pourrait être utilisée par exemple pour les filets de pêche. Tout à fait. On a une matière brute qui appartient à la famille, alors je prononce le mot, à la famille des polyesters chimiquement, donc qui pourrait être utilisé dans différentes utilisations. Le filet de pêche en fait partie notamment, mais un polyester qui est biodégradable et je vais plutôt dire bioassimilable, c'est-à-dire qu'il peut être consommé par la nature. On en parlait avec Théo Després de la question du coût de ces plastiques. Vous disiez que c'était le bon moment, peut-être aussi parce que le coût des énergies augmentant, ainsi que toute l'industrie pétrochimique, on va avoir un croisement des coûts et finalement vous allez peut-être devenir compétitif en plus avec un avantage sociétal non négligeable. Alors il y a deux choses, il y a à la fois le fait que le prix du pétrole augmente, donc c'est vrai que le plastique conventionnel, son prix va considérablement augmenter, et puis c'est surtout que notre matériau aujourd'hui intègre totalement dans son coût le coût de la pollution. Aujourd'hui, polluer, malheureusement, ça coûte rien à la société. Vous avez une bouteille plastique, vous l'achetez dans la rue, à part quelqu'un qui va vous dire c'est pas bien, ça ne vous coûte rien. Demain, si une loi dit à chaque fois que vous ramenez un bouchon Coca-Cola à Coca-Cola et que vous verse 1 euro à chaque fois que vous reversez, je vais vous dire que Coca-Cola va commencer à réfléchir que sa pollution va lui coûter cher et ça va lui coûter plusieurs milliards d'euros à rembourser les gens qui vont lui ramener des bouchons et finalement le coût matière va changer. Donc c'est vrai que notre innovation coûte cher, on en est conscient, mais elle intègre le coût de la pollution ou la non-pollution dans son coût de fabrication. Oui, le coût sociétal. Voilà. Merci beaucoup. Lorraine Mérier, vous représentez CLS, qui est une entreprise du spatial basée à Toulouse, mais aussi à Brest. Vous travaillez beaucoup sur l'image satellite pour lutter contre les pollutions, contre la pêche illégale. Et aujourd'hui, vous développez un système pour lutter contre ces filets fantômes, du coup, qui continuent de pêcher une fois perdus, pour ne plus perdre les engins de pêche. Quelle est cette innovation ? Oui, tout à fait. Donc à CLS, on est une entreprise qui utilise des données satellites pour l'observation et la surveillance des écosystèmes et donc notamment marins. À Brest, on est plus spécialisé, probablement vous nous connaissez, pour Vigisat, donc qui permet de suivre les pollutions en mer. Et désormais, nous développons des balises dans le cadre du projet IGIR, en fait, qui vise à placer ces balises sur les engins de pêche. Donc pour l'instant, nous les avons développés pour les DCP, des dispositifs concentrateurs de poissons. Donc ce sont des dispositifs qui sont en surface et également les palangres. Donc c'est aussi des filets de surface. Les DCP qui sont des dispositifs qui sont quasiment volontairement perdus. Enfin, c'est quelque chose, c'est de monnaie courante de mettre un DCP à la mer et de savoir qu'on ne le récupérera pas alors qu'il est en plastique. Alors oui, certes, il y a énormément de pertes. Il y a plus de 80% de pertes sur certaines de ces pêcheries. Mais le but des pêcheurs, évidemment, c'est pas de perdre en premier lieu leur engin de pêche, parce qu'il y a toute une question de coût associée vraiment à ces engins de pêche. Ça peut aller de 1 000 à 30 000 euros pour, par exemple, un filet perdu. Donc c'est vraiment quelque chose que les pêcheurs cherchent a priori à éviter. Bon, bien sûr, il y a certains cas où on a des engins de pêche qui sont abîmés et du coup qui sont volontairement laissés en mer, qui ne sont plus capables de pêcher. Ou alors on a effectivement aussi d'autres cas où les pêcheurs ne sont pas en mesure d'aller récupérer ces engins parce qu'ils sont rentrés dans des zones où ils ne peuvent pas entrer. Et grâce à ces balises, ils vont pouvoir relocaliser et retrouver uniquement à la surface, au fond de la surface. Enfin, comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors pour l'instant, on est en test, on est en développement pour ces balises qui sont pour l'instant des balises uniquement pour les engins de pêche de surface. On a également un partenariat avec Ifremer Lorient notamment, dans une suite du projet IGIR qui a été labellisé par le pôle Mer Bretagne et qui vise là à développer des balises pour des engins de pêche de fond, donc des casiers ou des filets plus profonds. Qu'est-ce qui va inciter les pêcheurs à s'équiper ? Est-ce que c'est la réglementation ? Est-ce que c'est le coût de leurs engins de pêche ? Comment est-ce qu'on va faire pour... Parce que volontairement, ils n'ont pas toujours envie déjà de dire où est-ce qu'ils pêchent. Alors, où sont leurs filets ? Bien sûr, c'est
quelque chose qu'on sait à propos des pêcheurs, c'est un gros problème. En ce moment, il n'y a pas de réglementation contraignante. En fait, il y a les Nations Unies qui ont, dans leur objectif de développement numéro 14, fortement recommandé de réduire la pollution plastique, mais effectivement pas de réglementation contraignante, à part en Europe la responsabilité élargie des producteurs. Mais là, ce serait plutôt pour aider au recyclage, au développement de la filière. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait faire que les pêcheurs seraient intéressés par placer un tel dispositif ? C'est vraiment l'argument économique, c'est gagner, ou en tout cas ne pas perdre l'argent qu'ils ont investi, également le temps investi dans la montée de ces engins de pêche, de ces filets. Et bien sûr, au-delà de ça, les pêcheurs ont aussi un intérêt à sauvegarder leur environnement. Donc un engin de pêche qui n'est pas perdu, c'est un engin de pêche qui ne continue pas à pêcher, et donc qui ne continue pas à abîmer les stocks des espèces et également à tuer des espèces non commerciales, donc un danger pour l'écosystème dans son ensemble. Et également, ça permet d'éviter les pollutions plastiques. Et un dernier argument plus sécuritaire, un filet qui dérive, il peut également se prendre dans des hélices et donc poser problème à la navigation. Roland Jourdain disait que les déchets étaient au début surtout un obstacle à la navigation. On recoupe avec ce qu'il nous disait tout à l'heure. J'ai reçu une question très d'actualité, si on peut le dire, pour la BOCEA. Des personnes se demandent si vous avez pu déjà percevoir l'impact du Covid sur les pollutions plastiques, une réduction, une augmentation, ou alors des masques. Enfin, est-ce que ça se lit déjà dans les prélèvements ? Dans les prélèvements en tant que tels, pas réellement. Ce que l'on sait, c'est que visuellement, effectivement, on en trouve sur les berges des rivières. Après, en mer, on trouve beaucoup de fibres et potentiellement, ces fibres-là, elles peuvent venir des masques. C'est une piste. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Je vais lancer le nouveau reportage avant notre conclusion avec Marie et Roland Jourdain. Un reportage qui est consacré à Click and Fish sur les filets de pêche perdus, justement, et comment est-ce qu'on peut, grâce à la science participative, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, contribuer à évaluer cette pollution. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci.